Bilkis, la reine de Saba. Ce nom évoque tout de suite des mythes, des légendes, des récits anciens. Mais si la véritable histoire était en fait bien plus incroyable que la fiction? Et si derrière la légende se cachait l'une des plus grandes souveraines que le monde ait connues? C'est ce qu'on va voir ensemble. La grande question, au fond, c'est celle-ci. La reine de Saba, simple personnage de conte, figure légendaire, ou bien une véritable monarque, une dirigeante qui a réellement façonné le monde de son époque? Pour bien saisir son importance, il faut commencer par un fait absolument unique. Bilkis est la seule reine, la seule, que le Coran, la Torah et les évangiles nomment et honorent. Rien que ça lui donne un statut à part dans l'histoire et ça explique pourquoi son récit a traversé les millénaires. Mais au-delà des textes sacrés, l'histoire et l'archéologie, elles, nous brossent un portrait encore plus saisissant. On va maintenant découvrir l'ampleur réelle de son domaine. Et c'est un empire qui dépasse de très loin tout ce qu'on peut imaginer. Alors là, il faut regarder l'étendue de cet empire. Ce n'est pas juste le Yémen, sa capitale. Non. Son influence s'étendait à l'Éthiopie, à tout le nord de l'Arabie et même jusqu'en Mésopotamie et en Perse. Et ce n'est pas tout. On trouve des traces de son pouvoir jusqu'en Anatolie, l'actuelle Turquie, avec des avant-postes en Syrie et des liens commerciaux qui allaient jusqu'en Inde et en Chine. On ne parle pas d'un petit royaume régional là, on parle bien d'une puissance mondiale. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas du tout nouvelle. Le grand historien Ibn Khaldoun, déjà au XIVe siècle, décrivait les rois de Saba, les Tababiyas, dont Bilkis faisait partie, comme des souverains dont le pouvoir allait bien au-delà des frontières de l'Arabie. Et les preuves concrètes, elles sont là. En Éthiopie, on a trouvé des inscriptions sabéennes, des divinités communes. En Iran, il y a un site archéologique qui s'appelle littéralement le trône de Bilkis. En Turquie, plusieurs endroits portent son nom, comme le minaret de Belkis. Et en Irak, on a même découvert des textes babyloniens écrits avec l'alphabet de Saba. C'est concret. Pour situer tout ça, on parle du Xe siècle avant notre ère. C'est l'époque du roi Salomon, des grandes dynasties en Égypte, de l'émergence de nouvelles puissances en Mésopotamie. Eh bien, Bilkis était leur contemporaine et clairement une rivale de taille. Et là, on a une preuve de son statut international qui est absolument incroyable. Des chroniques chinoises anciennes rapportent la visite du roi Mu Wangshu à la cour de la grande reine du Sud, une reine qu'il décrit comme régnant sur l'Arabie et l'Éthiopie. Une reconnaissance qui traverse les continents. Mais attention, un empire de cette taille ne se bâtit pas seulement sur la force. On va maintenant voir comment Bilkis gouvernait. Et c'était une méthode basée sur une intelligence politique assez remarquable. Son royaume n'était pas une monarchie absolue. Loin de là. Le pouvoir s'appuyait sur un Majlis al-Agwal, un conseil des chefs. C'était une sorte de parlement de l'époque, composé de 80 leaders tribus qui prenaient part aux grandes décisions du royaume. Et la façon dont elle accède au trône, ça illustre parfaitement ce système. C'est son père, le roi, qui la propose pour lui succéder. Mais pas à cause de son sang, non, à cause de sa sagesse exceptionnelle. Au début, le conseil doute un peu. Couronner une femme? Mais son père insiste. Son intelligence, dit-il, surpasse celle de n'importe qui d'autre. Et face à cet argument, le conseil est convaincu et l'élit à l'unanimité. Elle a été choisie au mérite. C'est précisément cette sagesse qui va être mise à l'épreuve lors de sa rencontre légendaire avec le prophète Salomon. Et ce n'est pas juste une visite de courtoisie, c'est un véritable sommet diplomatique et intellectuel, avec des enjeux colossaux. Tout commence avec une lettre de Salomon qui l'invite, elle et son peuple, à se soumettre à Dieu. La première chose que fait Bilkis, fidèle à ses principes, ce n'est pas de décider seule, c'est de convoquer son Majlis al-Agwal. Et c'est là qu'on voit toute sa finesse politique. Le conseil, lui, est composé de chefs de guerre. Leur réaction est directe. Nous sommes puissants, nous sommes prêts pour la guerre. Mais Bilkis, elle, choisit une autre voie. Elle opte pour la diplomatie et, disons-le, le renseignement. Elle veut envoyer un cadeau magnifique et observer attentivement la réaction de Salomon et la nature de son royaume. Quand elle arrive à Jérusalem, la première épreuve qui l'attend est surnaturelle. Salomon, par un miracle, fait transporter le propre trône de Bilkis depuis sa capitale, à des milliers de kilomètres de là, jusqu'à son palais. Et puis, il le fait modifier un tout petit peu, juste pour tester sa perspicacité. Sa réponse est un pur chef-d'œuvre de diplomatie et d'intelligence. Face à l'impossible, elle ne dit ni oui ni non. Elle répond « c'est comme si c'était lui ». Par là, elle reconnaît la ressemblance sans pour autant affirmer quelque chose de logiquement impossible. Elle fait preuve d'un calme et d'une présence d'esprit incroyable. La deuxième épreuve est tout aussi symbolique. Salomon l'a fait entrer dans un palais dont le sol est en cristal. Un cristal si pur qu'on dirait de l'eau. En pensant marcher dans un bassin, elle relève sa robe. L'illusion est parfaite. Et la leçon est claire, les apparences sont trompeuses. Exactement comme le soleil qu'elle adore, qui n'est qu'une création et non le créateur.
Bouleversée par ces démonstrations de sagesse et de pouvoir divin, Bilkis comprend la vérité. Et elle prononce ces paroles très fortes, où elle déclare qu'elle s'est trompée et qu'elle se soumet, avec Salomon, au Dieu unique, le Seigneur des mondes. C'est vraiment le tournant de son voyage spirituel et intellectuel. Cette décision, elle n'a pas seulement changé sa vie à elle, elle a complètement transformé son royaume et a laissé un héritage qui est encore palpable aujourd'hui. De retour chez elle, Bilkis met en place des changements profonds. Le culte du soleil est aboli, une alliance est nouée avec le royaume de Salomon, ce qui mène à l'installation de communautés juives en Arabie. Et après 7 ans de règne supplémentaire, elle abdique, pacifiquement, pour que son cousin prenne le trône, comme c'était convenu. Elle a accompli sa mission, tout simplement. L'histoire de Bilkis, c'est donc l'histoire d'un mythe qui devient la réalité d'une souveraine d'un empire mondial, une femme d'État, une croyante. Son parcours nous rappelle que l'histoire est pleine de récits incroyables qui n'attendent qu'une chose, être redécouverts. Et ça nous amène à une dernière question. Combien d'autres histoires aussi grandioses sont là, juste sous nos yeux, attendant simplement qu'on regarde d'un peu plus près ?